RCN. Le son de la différence. Les masques tombent sur RCN, Sarah Leroy. Chers auditeurs et chères auditrices, bienvenue dans votre émission du Trésor dans Les Masques tombent. Alors aujourd'hui, je reçois un artiste bien connu sur le territoire nancéen. Et oui, il s'agit bien de JP Ligny. Allez vous renseigner sur le travail de l'artiste sur son compte Facebook, Instagram ou sur son site internet jpligny.com. Et comme toujours, n'hésitez pas à retrouver l'émission en rediffusion sur notre chaîne YouTube et toujours en podcast sur le site internet RCN. Bonjour JP Ligny, comment tu vas ? Ça va très bien. Ça va très bien. Merci d'être là. En tout cas, ça me fait plaisir. Alors, tu es sculpteur, artiste nancéen, on va dire. Tu te caractérises dans le naturalisme, tout ce qui touche à l'animal. On en parlera un peu plus en détail, justement. Tu es perfectionniste, passionné. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as réussi à enrichir toute cette passion pour la sculpture, alors ? La passion, elle date depuis un bon moment. En sortie de à peu près à l'âge de mes 20 ans, je voulais être sculpteur. Et puis, tout doucement, donc les écoles, l'expérience, la vie m'a amené à cette profession qui est passion en même temps. Et ensuite, naturellement, je me suis dirigé donc sur la forme animale et plus particulièrement les animaux à cornes, notamment le rhinocéros et le taureau. Alors, si tu es adepte, on dit du principe less is more. Oui. Tu ne cesses d'instruire, de purifier du coup cette démarche artistique où on voit notamment, donc tu en as parlé, tes évolutions sur l'animal qui est cornu. Pourquoi tout simplement ces représentations d'animal alors ? Justement, pour revenir sur le less is more, en fait, ma démarche artistique, ma méthode de travail est généralement l'observation au départ de l'animal. Et ensuite, je redessine, je retourne sur le terrain, revoir l'animal, et ensuite j'essaie de l'oublier, et je travaille d'après mes souvenirs. Donc évidemment, je travaille avec les éléments de l'animal qui m'ont marqué, et donc ça mène à une épuration, et ensuite une jonction des lignes pour avoir un équilibre esthétique, plastique, et puis agréable à voir, quoi. Je cherche aussi d'être dans le beau. Ça fait du bien de voir des choses belles. Tout simplement, si je peux glisser un petit message en même temps, c'est très bien, mais c'est pas l'objectif premier. Le premier, c'est vraiment une étude plastique. Voilà. Et qu'est-ce qui te marque alors chez l'animal de prime abord pour pouvoir vouloir en faire il est vrai qu'au départ, j'avais commencé à travailler un peu sur l'être humain, et l'être humain, l'homme, avec un petit H et un grand aussi, a été le sujet des sculpteurs pendant de nombreuses années, donc c'est difficile de faire quelque chose de nouveau, quand on s'intéresse justement à cette forme d'expression, on regarde ce qui a existé avant, et il y a un moment, on peut être complètement désarçonné en se disant, mais qu'est-ce que je peux faire de mieux ? Et il est vrai, quand on voit les sculptures antiques, de la Renaissance, on se dit, mais qu'est-ce que je peux faire de plus ? Donc, obligatoirement, je me suis un peu détaché de tout ça, et j'ai essayé de faire ma propre expression, donc d'épuration, et puis un travail personnel. Maintenant, je me pose plus trop de questions. Je travaille d'une manière naturelle, instinctive. Voilà, et c'est vrai qu'il y a une forme de répétition dans le style et dans l'expression, mais c'est ce qui fait ma personnalité, quoi. Et c'est vraiment alors ce qui te touche dans la sculpture. Je parle notamment, tu as dit que tu avais commencé un peu à l'âge de 20 ans à découvrir un peu cette passion aussi. Quels sont les sculpteurs alors ? Est-ce que tu as peut-être des noms en tête ou des thèmes tout simplement que tu aimais vraiment et encore maintenant dans la sculpture ? Oh là là, j'en ai beaucoup, j'en ai beaucoup observé, mais j'ai essayé de m'en détacher pour éviter de les copier inconsciemment. Oui. Parce qu'au départ, on a tendance à observer les grands et de vouloir se mesurer à eux, se dire tiens, est-ce que je peux le faire ? Donc il est vrai que on a tendance à faire ça, mais je voulais surtout pas le faire. Donc voilà, je les ai observés, je m'en suis détaché, quoi. Voilà. Et maintenant, est-ce que tu as vraiment l'impression de t'être imprégné de ta patte personnelle, de ta patte artistique, d'avoir pu développer ton propre style alors ? Je pense, puisque je travaille vraiment sans c'est pas prétentieux, mais je travaille vraiment sans effort maintenant. C'est-à-dire que je travaille d'une manière naturelle. C'est pensée-action. Donc, il est vrai qu'au départ, il y a quand même un travail de recherche et une étude préliminaire où je travaille donc sur croquis. Ensuite, je fais une maquette en terre. Et après, je m'attaque donc au volume. Ça peut être du marbre ou alors directement, on pourrait faire une préparation pour le bronze.
Tu es aussi un analyste, tu représentes la quintessence de tes sujets, c'est-à-dire que, comme tu disais, tu te concentres vraiment sur l'essentiel, tu nous l'as dit, mais est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus Alors l'essentiel serait plutôt mon essentiel par rapport à ma sensibilité, c'est-à-dire que quand je regarde par exemple le taureau, il est vrai qu'il y a certains attributs du taureau qu'on ne peut pas supprimer, sinon ça peut vite poser un problème d'interprétation. Donc les cornes, bon, je peux pas les enlever. Donc moi je me suis dit ce qui est essentiel avant tout chez le taureau par exemple, c'est les cornes, ses coucougnettes, hein, ses testicules, sinon ça devient un bœuf. Et puis je me suis rendu compte aussi que dans son milieu pas naturel, mais disons que quand il est dans les prés ou quand il est oui tranquille dans son milieu, voilà. Il use aussi de ses pattes, il tape. Donc je mets toujours un sabot brillant, donc poli en bronze. Donc voilà, ça c'est les 3 parties. Ensuite, je me suis j'enlève la queue, parfois j'enlève les yeux, des fois j'enlève même les oreilles, parce que je pense que ce n'est pas indispensable à l'interprétation. Et moi, ça me facilite pour relier les lignes. Généralement, je trouve toujours des lignes où je cherche à faire des lignes qui partent du début, donc de la tête jusqu'à la queue de l'animal, enfin de la queue de l'arrière de l'animal. J'essaie de relier les pattes. Enfin, c'est difficile de décrire une sculpture par des mots, surtout en 3 dimensions et à la radio. Mais voilà, c'est à peu près ça. C'est plus une question de forme alors pour toi dans tes sculptures? J'ai pas compris. De représenter la forme, les détails, les lignes plutôt de l'animal. Oui, bien sûr. En fait, ce serait quelque part de l'abstraction figurative, quoi. C'est-à-dire que, il est vrai que si on découpe mes sculptures en petits morceaux, on n'arriverait pas à retrouver, d'une manière très figurative, on n'arriverait pas à retrouver les pattes ou la tête ou peut-être les cornes, oui. Mais voilà, c'est pas si évident à lire. Mais dans son ensemble, il n'y a aucune confusion, hein. Même les enfants voient tout de suite l'animal. Donc, le message passe, quoi. Et comment tu l'as façonné alors cet univers de sculpture qui est le tien? Donc tu as toujours su que tu as voulu prendre cette direction qu'ont tes œuvres maintenant dans la sculpture? Tu as toujours voulu faire ce genre de sculpture? Là, en ce moment, oui. Parce que franchement, si le règne animal me plaît bien, et en plus, le rhinocéros, c'est quelque part un symbole Enfin, j'essaie de défendre aussi l'idée qu'il faut protéger la nature, protéger le règne animal. Et il est vrai qu'actuellement, le rhinocéros, il n'est pas le seul, mais est menacé. Donc, en travaillant sur ce sujet, je l'expose, je l'exhibe, et en même temps, le spectateur le voit et peut se poser des questions, mener le débat. Voilà, je veux pas refaire le monde avec une sculpture, mais si on peut engager une conversation autour de ce thème-là, c'est déjà un bon début. Voilà. Et au niveau de tes sculptures aussi, tu sculptes dans des beaux marbres, des médiums qui sont lourds. Ce que tu disais aussi dans ta bio, ce qui est inconfortable à travailler. Est-ce que tu pourrais alors nous raconter comment tu procèdes alors au niveau de la technique dans ces matériaux? Alors là, oui, c'est vrai que le marbre demande une grande technique de façonnage. Bon, généralement, c'est le temps et l'expérience qui résout les problèmes. Mais une fois qu'on maîtrise la matière, on travaille avec elle. Parfois, certains sculpteurs parlent de combat. Moi, je suis pas trop c'est pas un sport de combat, c'est plutôt une osmose. C'est-à-dire que j'essaie de comprendre la matière et je travaille avec ses faiblesses et ses résistances. Et j'évite de casser. Alors au début, je travaille vraiment fort pour enlever les morceaux. Et progressivement, quand je m'approche de la peau de la sculpture, et notamment du taureau, du rhino, je l'approche comme si c'était un bébé, quoi. Hein. Je le brutalise pas parce que à tout moment, la matière peut me remettre en place en me disant attention, j'ai ma faiblesse aussi. Donc voilà. Et tu soulignes aussi dans ta biographie, pour faire simple, il faut être juste. Est-ce que tu penses que tu as trouvé un peu cette justesse alors dont tu parles dans Alors ça, je ne sais pas. Je cherche toujours. C'est ça. Je suis toujours étudiant. Hein, mais il est vrai que lorsqu'on est pur, quand on essaie de faire simple, il y a peu d'éléments, peu de fioritures qui peuvent cacher ce qu'on réalise. Donc, et c'est vrai que la justesse, c'est une notion qu'il faut pas oublier.
C'est-à-dire que si je fais une courbe, il faut qu'elle soit belle. Certaines de mes sculptures tiennent sur 3 lignes. Si elles sont pas exactes, la sculpture est mauvaise, quoi. Enfin, à mon égard, quoi. Est-ce que tu as déjà eu envie d'évoluer sur de nouveaux terrains, explorer des nouvelles façons de faire et d'apporter un peu des notions un peu novatrices dans tes productions? Alors je le fais, l'innovation, je le fais régulièrement, hein, mais en gardant le même thème. Oui. Mais il est vrai que parfois je réponds à des appels d'offres, donc publics ou privés, avec des thèmes qui me sortent un peu de mon univers et qui me servent un peu de récréation. Donc j'aime bien ce genre de choses. Hein. Parfois on me donne un thème qui est complètement à l'opposé de mes directions. Bah, ça me permet de travailler autrement, mais d'une manière presque instinctive. Dès que je retourne à l'atelier, une fois l'œuvre achevée, je reviens sur mes taureaux. Ça se fait naturellement. Voilà, je sais pas pourquoi. Alors, je me fais pas violence, je me laisse aller et j'y vais, quoi. Et tes œuvres, elles sont vues comme un mouvement direct, esthétique, volontaire. On en parlait vers l'essentiel, ton essentiel, dont tu disais. On retrouve également dans ton tempérament, tu disais, est-ce que tu penses que tes œuvres aussi, elles te ressemblent dans ta personnalité, dans ce que tu es aussi? Ah, je pense, oui. J'aime la simplicité. Hein. On est quand même dans un monde où tout se complique et tout devient assez laborieux, même parfois. Et quand on revient à l'essentiel, c'est quand même... il suffit de faire l'expérience. Hein. On comprend qu'on apprécie. Alors, peut-être au quotidien, c'est peut-être pas évident, mais d'une manière un peu épisodique, comme ça, revenir un peu à l'essentiel, oublier la complexité de la société, c'est très bien, quoi. Donc moi, c'est un peu mon fil conducteur de ma vie personnelle, c'est je simplifie quand même pas mal de choses. Et j'épure aussi, oui, j'épure beaucoup. RCN, les masques tombent, Sarah Leroy. Et aujourd'hui, dans Les Masques tombent, je suis avec l'artiste G. Pellini, artiste sculpteur passionné. Si vous voulez voir plus de ses créations, allez voir sur ses comptes Facebook, Instagram et toujours sur son site gpellini.com. Alors, tu es un artiste qui captive par ton naturel omniprésent. Tu considères profondément ancré dans ton époque. Est-ce que tu penses, pour toi, d'une façon générale, un artiste doit être de son temps et de son époque? Oui, mais de toute manière, il l'est irréfutablement, puisqu'il il est contemporain au sens propre du terme. C'est-à-dire que moi, si je crée, si mes sculptures existent de cette manière-là, c'est aussi parce qu'elle est influencée par mon environnement, par mes connaissances, par mon époque. Alors après, je cherche pas à être à la mode ou je fais d'une manière un peu intemporelle, mais quelque part, je pense que avec un regard plus éloigné, plus tard, je pense que mes œuvres existeront toujours, les critiques d'art ou les spectateurs pourront trouver des liens entre notre époque et mes sculptures. Là, aujourd'hui, c'est peut-être pas si transparent que ça, mais effectivement, sur les thèmes et la manière de travailler, rien qu'au niveau de l'outillage, hein, chaque outil est révélateur d'un travail, donc obligatoirement, oui. Je suis contemporain voilà, parce que je suis là, je suis vivant, tout simplement. Et tu parlais aussi de cette notion du réalisme, où tu disais par exemple que tu ne représentais pas seulement les yeux ou toutes les parties vraiment visibles, par exemple dans Taureau. C'est un peu ce renoncement au réalisme, d'où il te vient en fait, vraiment? Il me vient naturellement. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, il y a tellement de moyens de reproduction que, quelque part, quand on demande à un artiste de créer, on lui demande peut-être de faire de retranscrire sa pensée, son interprétation. Et c'est ça qui est important, je pense, parce que aujourd'hui, sculpter ou peindre ce que l'on voit, c'est très bien, c'est très performant. Mais je pense que on peut aller plus loin. C'est-à-dire éviter de faire une photocopie, en fait, tout simplement. Il y a tellement moyen de robots, il y a tellement de scanners, ainsi de suite, qui sont capables de reproduire la réalité, que l'artiste devrait être autre chose qu'un outil, un outil manuel. Il doit être aussi un porteur d'idées et le reflet d'une pensée, quoi. Donc ça, c'est immatériel.
Et c'est un peu la mission d'un artiste, quoi, quelque part de matérialiser une pensée. Est-ce que c'est pas compliqué parfois aussi de matérialiser cette pensée? Oh là là, c'est le travail de l'artiste, hein, donc je ne sais pas s'il y a une école pour ça, mais en tout cas le temps nous aide beaucoup. C'est-à-dire que on apprend ce langage-là et tout doucement on y arrive. C'est avec le fruit d'un travail aussi. Oui, c'est très long, hein, c'est très très long. Et tes sculptures aussi, on peut les retrouver aux quatre coins du monde, Chypre, au Japon, en Russie, au Maroc, en Pologne et j'en passe. Quand as-tu commencé à concevoir un peu cette ascension mondiale? Comment ça s'est passé pour toi en fait, ces sculptures un peu dans le monde entier? Alors en fait, j'ai fait le trajet inverse d'un artiste habituel, c'est-à-dire que j'ai commencé à travailler à l'étranger. Et ensuite, je me suis montré dans ma contrée. Et en fait, j'ai répondu à des appels d'offres. Et puis, tout doucement, j'ai commencé à travailler à l'étranger. Et ce qui est très enrichissant dans tous les domaines, de rencontrer d'autres artistes, d'autres techniques, d'autres cultures, d'autres sensibilités. Et puis après, j'ai commencé à travailler un peu d'une manière un peu plus intimiste, parce qu'à l'étranger, c'est souvent du monumental. Et en revenant à l'atelier, à Nancy, je travaille sur des volumes plus intimistes pour l'intérieur. Et là, j'ai commencé à travailler pour moi et ensuite pour les galeries, quoi. Et est-ce que j'imagine que ça t'a nourri aussi de faire des œuvres à l'étranger, de commencer à l'étranger dans ta conception artistique, aussi de voir des œuvres un peu dans le monde entier, des artistes différents? Ah oui, parce que ce que je disais tout à l'heure, c'est que j'aimais ce qui était beau, mais en fait, la notion du beau est régie sur des règles d'éducation et d'esthétique. Et il suffit d'aller en Afrique ou en Asie, on n'a pas du tout les mêmes règles. On n'a pas du tout les mêmes symboles, donc on peut vite faire des erreurs en pensant que, voilà, je vais citer un exemple. Par exemple, il y avait un appel d'offres pour une aire écologique et ils voulaient installer une sculpture. Et je me suis dit, tiens, je vais leur proposer une grenouille, parce que la grenouille est quand même quelque part un baromètre écologique. Là où vit la grenouille, généralement, le terrain n'est pas trop souillé. Et eux, ils m'ont renvoyé le dossier en me disant, on comprend pas, parce que chez nous, la grenouille est le symbole de la réussite financière. En fait, ma grenouille avait plus de sens dans une banque que à cet endroit que prévu. Donc, vous voyez, au niveau de la culture, parfois, on apprend des choses. Mais bon, c'est une erreur qui n'a aucune conséquence. Hein. Mais voilà, c'est enrichissant aussi, quoi. Les conceptions sont différentes. Oui, carrément. Hein. Les couleurs, les codes couleurs sont différents. Et puis, il suffit d'aller... de prendre l'avion et de voir quand même que chaque artiste, on arrive à reconnaître quand même les continents à travers une œuvre d'art. Et pourtant, chaque artiste se sent très personnel, mais c'est là où on se rend compte qu'un artiste vivant est purement contemporain, puisqu'il est influencé par son environnement. On reconnaît une œuvre qui vient d'Asie ou d'Afrique. Et pourtant, l'artiste se dit très personnel. Donc voilà, c'est une découverte, c'est une très belle découverte tout ça. Et comment tu perçois un petit peu ton évolution alors en tant qu'artiste depuis tes débuts à l'étranger jusqu'à maintenant? Oh, alors là, je sais pas. Je ne me juge pas, je ne me pèse pas. Tout ce que je sais, c'est rempli de plaisir et d'expérience. C'est ma vie, et c'est celle que j'aime. Donc, ce que je souhaite, c'est qu'elle continue, tout simplement. Les masques tombent sur RCN, Sarah Leroy. Et je suis toujours avec l'artiste G. Pellini. Vous pouvez retrouver encore une fois ses créations sur compte Facebook, Instagram et le site internet gpellini.com. Alors on retrouve dans tes créations différents matériaux, on en a parlé. On trouve du marbre, du bronze, de la pierre. Qu'est-ce qu'ils apportent ces matériaux à tes sculptures? Pourquoi tu choisis tel ou tel matériau quand tu vas faire une œuvre? Alors là, c'est un choix un choix parfois technique, parce que on ne peut pas tout faire. Par exemple, en marbre, toutes les parties assez fines ou délicates peuvent être trop fragiles, et comme ce sont des animaux qui sont quelque part représentent une certaine force, je ne veux pas trop de contradiction entre la matière et le sujet. C'est-à-dire, si je réalise un taureau et je dis attention, il est fragile, ça ne correspond pas à l'animal. Donc c'est pour ça que je me suis orienté vers le bronze pour faire une sculpture un peu plus résistante, beaucoup plus résistante d'ailleurs. Et ça me permet de faire un travail d'équilibre plus prononcé.
Alors le problème, c'est qu'il faut trouver toujours un fondeur avec qui collaborer. Donc là, j'ai eu la chance de rencontrer Monsieur Vexlar, donc à Rambervillers, qui me fait quasiment la totalité de mes bronzes, et avec qui on travaille depuis près de 20 ans maintenant, et qui a très bien compris mon travail, donc ça va très bien. Et en ce qui concerne les marbres, bon, je les travaille tout seul, sauf quand je pars à l'étranger faire du monumental. Là, je fais généralement appel à des praticiens, ou alors je me renseigne dans des écoles des beaux-arts, voir s'il n'y a pas un élève qui peut m'aider, parce que c'est long, et en même temps, ça lui fait une expérience. Et on voit que tes sculptures, elles sont très différentes, qu'elles soient de marbre, de bronze, en pierre. Comment tu fais pour les rendre assez uniques les unes avec les autres? Dans leur conception, la façon dont elles sont faites. C'est par la réflexion, tout simplement. J'évite de me répéter. Ça c'est évident. Et ensuite, je cherche constamment. Je suis tout le temps en mode recherche. Donc après, les idées peuvent venir à un feu rouge, ou le soir en m'endormant, ou tout simplement d'une manière très programmée, en prenant un calepin et en me disant bon allez, maintenant je dois travailler sur telle idée. Donc voilà, mais ça se fait toute la journée. Je suis tout le temps en train de travailler. Voilà, c'est très alterné, quoi. Je fais pas 8 heures par jour, je fais 24 heures sur 24, mais avec des pauses. Voilà. Et maintenant, qu'aimerais-tu apporter de plus, ou justement garder dans tes productions artistiques? Ça, je sais pas. Je ne sais pas. Comme je disais tout à l'heure, je ne fais pas violence. Je pense que j'évolue si je cherche, je suis quasiment sûr de trouver. Donc voilà, je continue à chercher. Je change pas de thème volontairement pour m'efforcer à trouver une nouvelle expression, ou de peaufiner mon expression. Je pourrais me dire tiens, ça y est, j'en ai trouvé une, et puis changer les sujets. Mais non, je garde les mêmes sujets. Ça me permet d'aller plus loin et d'avancer. Alors, il nous reste une petite minute. Est-ce que tu pourrais juste nous dire quels sont un peu tes projets pour l'avenir? Alors les projets, c'est de continuer à être ce que je suis, c'est-à-dire artiste, et le projet, je ne sais pas. Rester comme tu es en tant qu'artiste. Oui, voilà, et de continuer. Pour l'instant, tout va bien, donc voilà. Le minimum, que ça reste comme c'est. Mais sinon, si j'ai des projets d'exposition, des projets avec d'autres directions, mais bon, voilà, ça garde sans surprise aussi. Merci beaucoup à toi, en tout cas, Gévélini, d'être venue dans Les Masques Tombent. Alors, on peut retrouver aussi ton atelier 14 rue Rographe à Nancy. Merci beaucoup d'être venu, et puis on se retrouve demain, jeudi, dans Les Masques Tombent. Ciao. RCN, www.rcn-radio.org